La préhistoire est une source infinie de merveilles et de mystères, et plus vous remontez dans le temps, plus notre planète semble étrange à nos yeux. C'est pour cela que de nombreuses personnes, moi compris, adoreraient pouvoir explorer ce monde perdu. Toutefois, si on vous offrait la possibilité d'un voyage dans le temps, mieux vaudrait bien y réfléchir avant d'accepter. Pendant la majeure partie de son histoire, notre planète était légèrement inhospitalière. Et quand la vie finit par apparaître, il y avait tout un tas de charmantes bestioles qui auraient pu vous réduire en bouillie. Théropodes, gorgonopsiens, mammouths laineux, mosasaures, faites votre choix. Dans un monde aussi brutal, ces animaux devaient être incroyablement résistants, et parfois les paléontologues découvrent un fossile qui atteste à quel point certaines espèces étaient absolument badass. L'exemple le plus connu est celui de 2 dinosaures morts en plein combat. Mais selon moi, ce qui nous montre vraiment à quel point les animaux préhistoriques étaient résistants, ce sont tous les spécimens portant des marques associées à d'horribles blessures, mais qui pourtant arrivèrent à s'en remettre. Certains même se remirent de traumatismes tellement abominables qu'on se croirait dans un film d'horreur. Or, vu qu'apparemment nombre de ces créatures étaient de véritables brutes, nous avons pas mal de ces fossiles. Un bon exemple pour débuter est un animal s'étant fait arracher la gueule, genre littéralement, et qui pourtant a survécu. Il s'agissait d'un prognathodon, un membre de mes reptiles marins préférés, les mosasaures. Ils furent d'ailleurs l'un des plus grands genres, avec certains spécimens pouvant éventuellement atteindre les 12 mètres de long pour 4 tonnes. Sacré morceau, même pour un mosasaure. D'ailleurs, ce genre est connu pour avoir les mâchoires parmi les plus puissantes de cette famille, étant armé de muscles absurdément épais, ainsi que de grandes dents épaisses couvertes de crénelures. Donc vous ne seriez pas étonné d'apprendre que ce charmant reptile était un puissant prédateur, celui-ci hantant les eaux d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Europe et d'Australie à la toute fin du Crétacé. En se basant sur ses dents, son habitat et certains restes fossiles, il est probable que cet animal s'attaquait à tout ce qui bouge. Un spécimen fut même retrouvé avec des restes de poissons, de céphalopodes et de tortues dans le ventre. Donc entre son aire de répartition et son appétit d'ogre, il est probable que d'autres mosasaures auraient aussi pu passer à la casserole, voire même ses propres congénères. Un exemple parfait est le cas du fossile NHMM 2012-072 découvert aux Pays-Bas. Lors de sa description, il paraît évident que cette créature n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie car il lui manquait un beau morceau du crâne. Pour être plus précis, il aurait perdu un gros morceau de sa mâchoire supérieure, de la zone post-orbitale, et une partie de sa prémaxillaire fut arrachée avec une violence extrême. Ainsi, au vu de la taille de la victime et de la forme des blessures, les scientifiques en déduirent que son assaillant fut un autre mosasaure, peut-être même un autre prognathodon. Du coup, imaginez, vous venez de vous faire arracher une partie du visage et du crâne, vous perdez énormément de sang, et le tout au sein d'un océan préhistorique, rempli de prédateurs cauchemardesques. Ah oui, aussi vous avez des nageoires au lieu des bras. Pas très pratique pour se soigner, j'imagine. Donc, à votre avis, quelles seraient vos chances de survie ? Même aujourd'hui, une telle blessure serait fatale sans une prise en charge médicale. Mais pour notre lézard géant, c'était juste une égratignure. Ainsi, malgré l'énorme trou dans son crâne, ce spécimen semble avoir survécu et continua de mener sa vie comme si de rien n'était, car l'os a partiellement cicatrisé. Bon, cependant la douleur aurait été purement infernale, notamment à cause des pertes de sang, des nerfs à vif et de la chair arrachée. Tout ceci aurait causé une inflammation si intense que le sang n'aurait plus circulé à certains endroits, entraînant des nécroses. Ainsi, le vrai problème fut quand les bactéries commencèrent leur funeste travail. Malgré que notre prognathodon ait assez bien enduré la blessure, ayant possiblement tenu plus d'1 an avec, ce serait une infection bactérienne qui l'acheva. Et je ne parle pas d'une septicémie classique qui détruirait ses organes, ce qui montre au passage que son système immunitaire était incroyablement efficace. Non, c'est bien plus horrible, car il semble que son crâne ait littéralement commencé à pourrir. Ainsi, il n'aurait plus réussi à chasser et finit par mourir de faim. Bref, il survécut à l'attaque d'un prédateur géant, mais fut tué par de vilaines petites bactéries. Cruelle ironie, n'est-ce pas ? Mais toutes les blessures du genre ne mènent pas forcément à la mort, certains animaux récupérant même totalement. L'un des meilleurs exemples provient du King lui-même, ce bon vieux Tyrannosaurus Rex.
À vrai dire, ce ne fut pas un, mais de multiples spécimens qui furent retrouvés en piteux état, montrant à quel point cet animal était une machine de guerre. Certains des spécimens les plus connus illustrent parfaitement cela d'ailleurs, tels que ce cher Stan. Oui, les Américains adorent nommer les fossiles, et je trouve que ça manque un peu en Europe. Bref, ce spécimen fut découvert en 1987, vécu il y a 66 millions d'années, et aurait mesuré 11,8 mètres de long. Donc encore un prédateur colossal. Toutefois, Stan illustre parfaitement que la vie du roi du Crétacé n'avait rien d'une partie de plaisir, car son squelette est couvert de blessures. Pour commencer en douceur, notre petit T-Rex porte plusieurs perforations au niveau de la base du crâne et des côtes. Et comme on pourrait s'y attendre, ces blessures sont très probablement l'œuvre d'un autre T-Rex. Ainsi, cela nous indique que cet individu affronta ses congénères dans des combats brutaux et survécut à ceux-ci. Dit comme ça, cela semble plutôt anodin, mais croyez-moi, les mâchoires du T-Rex étaient des armes de destruction massive. Les marques sur le crâne étaient tellement profondes qu'elles auraient même pu atteindre le cerveau. Mais ce n'est pas le pire, loin de là, car une troisième morsure lui aurait quant à elle brisé le cou. Oui, Stan s'est littéralement fait péter la nuque et continua sa vie comme si de rien n'était. En effet, il se serait totalement rétabli de cette blessure. Bon, cependant, après un tel trauma, il y eut quelques séquelles et les os se reformèrent assez mal, amenant une fusion de 2 vertèbres cervicales. Ainsi, malgré son handicap, ce T-Rex continue à mener une paisible petite vie de prédateur préhistorique. Enfin, paisible. Il portait aussi de nombreuses autres marques plus légères, telles que des morsures aux joues et aux mâchoires, ainsi que des fractures aux côtes. Mais d'autres vilaines bébêtes s'en prirent aussi à lui. On peut noter des trous dans sa mâchoire, ayant possiblement été causés par des vers parasites s'étant infiltrés dans les blessures. Ça fait beaucoup là, non ? Et malgré tout, notre cher Stan continua de chasser et de défendre son territoire, comme tout bon T-Rex. Le pire, c'est qu'il ne mourut vraisemblablement pas des séquelles de ses blessures, mais plutôt de vieillesse entre guillemets, car il aura atteint les 24 ans, un âge honorable pour un grand théropode. Toutefois, il est loin d'être le seul à en avoir pris plein la figure. Un autre spécimen, l'animal préhistorique le plus connu au monde d'ailleurs, subit des blessures tout aussi horribles. Voici cette bonne vieille Sioux. Si vous êtes fan de dinos, vous avez forcément entendu parler de cette icône, mais vous n'aviez peut-être pas connaissance d'à quel point sa vie fut un enfer. Pour commencer, son omoplate droite fut très endommagée, rendant son bras droit totalement inutile. Et son autre bras, lui, a été gravement tordu. Cette fois-ci, ces blessures auraient été causées lors de combats face à des herbivores, des créatures qui, à l'époque, étaient aussi colossaux que le T-Rex. Pour ajouter à cela, ce n'est pas une, mais 3 côtes qui furent sévèrement endommagées. Mais pas de souci, Sioux s'en remit comme un charme et continua à chasser comme si de rien n'était. En plus de ces horribles blessures, elle connut aussi quelques soucis de santé. L'une de ses fibulas était mal formée et plusieurs de ses vertèbres caudales auraient fusionné, ceci sans doute à cause de multiples infections. Son imposante queue était couverte de blessures mineures, ce qui aurait entraîné de l'arthrite et la goutte. Et enfin, la cerise sur le gâteau fut ces horribles trous à l'avant du crâne. La première fois que ces cavités furent étudiées, les paléontologues pensaient qu'il s'agissait de morsures ou de vilaines infections bactériennes. Néanmoins, après des analyses plus poussées, il semble que ce soit le fait de quelque chose de bien moins ragoûtant. Des vers parasites qui lui foraient le crâne et se nourrissaient de sa chair. Bon appétit. Toutefois, malgré toutes ces mésaventures, notre cher Sioux mena une belle et longue vie de super prédateur, celle-ci atteignant une taille colossale de 12,30 m pour un poids de 9 à 14 tonnes, ridiculisant nos éléphants actuels. Cette véritable reine du Crétacé domina son environnement pendant de très nombreuses années, atteignant les 33 ans, soit le plus vieux spécimen de T-Rex découvert. Après, il n'y a pas que ce cher T-Rex qui montre des signes d'horribles blessures, car nous avons en effet des dizaines d'autres dinosaures portant de telles marques. Mais allez, un peu de diversité. Jetons un coup d'œil à nos cousins les mammifères, et plus précisément à notre plus proche cousin, Néandertal. Si vous avez vu la vidéo concernant cette espèce d'homme préhistorique, vous savez déjà à quel point ils étaient costauds. Et s'il y a bien un spécimen qui atteste de leur résistance, c'est bien Shanidar I, ou Nandi pour les intimes, l'homme le plus robuste de tous les temps.
Ce cher Nandi vécut entre 45 et 65 000 ans avant notre ère, dans l'actuel Irak, vivant sa meilleure vie d'homme des cavernes, dans une caverne. Enfin, pas si tranquille, car les chercheurs l'ayant découvert se rendirent vite compte que quelque chose n'allait pas. Les humains ont toujours connu la violence, et notre cher Nandi aurait été victime d'affrontements brutaux. L'une des pires blessures qu'il aurait subies fut un coup à la tête durant sa jeunesse, probablement causé par une arme contendante. Or, il semble que cela n'avait rien d'un accident, mais plutôt un impact violent sur le côté gauche du crâne. Ceci oblitéra son orbite, le rendant aveugle de l'œil gauche, et résultant d'un important trauma crânien, ce qui aurait impacté durablement son cerveau. On peut donc imaginer qu'il fut atteint d'un lourd handicap moteur. Pour ajouter à cela, son bras et sa jambe droite étaient aussi mal formés, ceci peut être à cause d'une maladie congénitale ou dégénérative. Ainsi, son trauma crânien et ses membres raccourcis auraient peut-être contribué à causer encore plus de blessures. Ceci fut vérifié par l'étude de ses bras, qui portent non pas une, mais de multiples fractures, peut-être dues à des chutes, rajoutant toujours plus de douleur dans sa misérable vie. Or, ce furent ces événements qui menèrent directement ou indirectement à la perte de son avant-bras, celui-ci ayant d'ailleurs été amputé. Ouais, on peut dire que Nandi n'a pas eu beaucoup de bol dans sa vie, mais nous sommes loin d'en avoir fini avec lui. Ses 2 jambes furent brisées, et bien que nous ne sachions pas ce qui causa cela, il est clair que cela rendit la locomotion encore plus laborieuse. Il aurait ainsi boité jusqu'à la fin de sa vie, ceci encore amplifié par une fracture au pied. Donc vous avez un homme se traînant péniblement, avec des problèmes neurologiques, un œil en moins, et sourd aussi, car il souffrait d'exostome au niveau des oreilles, bloquant les canaux auditifs. Pour lui, entre sa vue et son ouïe limitée, le monde devait être bien triste. Même le goût fut impacté. Pour compenser la perte de son bras, Nandi aurait apparemment utilisé sa bouche comme un outil pour maintenir divers objets. Résultat, ses dents étaient sévèrement endommagées, ce qui les rendit très sensibles au chaud et au froid et causa une faible force de morsure, des douleurs à la mâchoire et probablement des maux de tête. Pas l'idéal pour déguster un bon steak de mammouth. À ce stade, sa vie serait déjà un enfer. Toutefois, il souffrait aussi de DISH ou hyperostose vertébrale ankylosante. Pour la faire courte, cette maladie induit une surproduction d'os dans différents endroits du corps, dont la colonne vertébrale, entraînant toujours plus de souffrance, de raideur et de difficulté à se mouvoir. Allez, je crois qu'il a eu son compte. Avec tous ces différents traumas, on pourrait se dire que notre bon Nandi n'aurait pas vécu bien longtemps, et pourtant, il mourut très vieux pour l'époque. Donc déjà, GG champion, mais surtout, cela signifie qu'il reçut un petit coup de pouce pour survivre, car aucun humain ne pourrait endurer ceci tout seul. Dans un tel état, rien que marcher et manger étaient synonymes d'horribles douleurs. Et en effet, il semble bien que notre ami n'ait pas vécu seul, car on retrouva au moins une dizaine d'autres individus dans la même caverne. Sa survie démontre clairement que cette autre espèce d'humain avait aussi une forte empathie envers les siens, probablement de l'amour même. Car oui, les paléoanthropologues estiment qu'il n'aurait pas été très utile à la tribu au vu de son état, mais ces derniers prenaient tout de même grand soin de lui. Ceci montre que le système de santé n'était pas si mal il y a 60 000 ans, car Nandi aurait atteint les 45 ans, faisant de lui l'un des plus vieux spécimens de Néandertal découverts et le plus vieux de cette caverne. Toutefois, même si cet individu était exceptionnel, nombre d'anciens humains étaient aussi assez costauds. Un bon exemple fut les fosses communes du néolithique, montrant des individus portant d'horribles blessures bien antérieures à leur mort, telles que des perforations, des fractures du crâne et de profondes lacérations, parfois même des membres coupés nets. Outre la résistance de Néandertal, le cas de Nandi montre clairement une coopération complexe entre les individus, car il n'aurait eu aucune chance de survie tout seul. Or, cela peut s'appliquer à d'autres animaux, notamment une créature dont on a longtemps cru qu'elle était solitaire, le smilodon. Et oui, tout comme le roi des dinosaures, la vie du roi de l'âge de glace n'était pas de tout repos. Un site qui nous aida grandement à mieux comprendre cette espèce fut les puits de goudron de La Brea, aux États-Unis. Ces derniers contiennent tellement d'ossements que l'on ne retrouva pas moins de 8000 victimes différentes. Or, parmi elles, nombre d'individus portaient divers signes d'infection, des dents cassées, des os brisés, etc., etc. Toutefois, il y a un spécimen qui sort clairement du lot. Il serait même considéré comme le prédateur le plus malchanceux de ces puits, LACMHC 131. Il s'agit d'un Smilodon fatalis,
Enfin plutôt une hanche de smilodon, découvert dans les années 30. Ce que ce spécimen a de spécial, eh bien, disons qu'il avait quelques soucis pour marcher, car le côté droit de la hanche était totalement détruit. Voyez la différence avec le côté gauche. En premier lieu, on pensait qu'il s'agissait d'une blessure de guerre, ce qui devait être courant à l'époque. Toutefois, des scans plus récents semblent montrer qu'il s'agissait d'un défaut lors de la croissance de l'os, amenant une sévère malformation du pelvis. Ceci abîma l'articulation avec le fémur à tel point où une étude le décrivit comme totalement inutile à la marche. Pauvre Diego. Ceci peut sembler moins grave que les autres spécimens vus plus tôt. Et en effet, il n'est pas si rare de nos jours d'avoir un pelvis mal formé ou cassé, et pourtant de mener une vie normale, on va dire. Le hic, c'est qu'au Pléistocène, il n'y avait ni sécu, ni vétérinaire. Sans compter que nos amis à dents de sabre se nourrissaient quasi exclusivement de grands herbivores, tels que des bisons et des mammouths. Donc un bassin tordu aurait posé quelques problèmes pour abattre de telles proies. De plus, les félins sont des animaux très territoriaux, et notre smilodon aurait dû se battre pour défendre son territoire face aux autres prédateurs. Or, malgré son problème à la hanche, ce pauvre chaton arrive à atteindre l'âge adulte, ce qui serait totalement impossible s'il avait vécu seul. Ainsi, plusieurs paléontologues estiment qu'il s'agit d'une preuve quasi irréfutable que les smilodons, et potentiellement la plupart des macérodontinés, avaient un mode de vie grégaire. L'idée serait qu'ils auraient vécu au sein de petites cellules familiales, partageant repas et territoires. Car oui, tout comme Nandi, notre smilodon blessé n'aurait pas été particulièrement utile à la meute, et le simple fait de marcher aurait été une source de souffrance. Bref, les mammifères n'ont pas à rougir niveau résistance. Mais retournons du côté des rois du Mésozoïque, car j'ai encore plein d'histoires folles à vous raconter. Vous vous souvenez du prognathodon du début, celui qui s'est fait arracher un morceau de la tête? Eh bien, quelque chose d'assez similaire arriva à un certain dinosaure, mais en pire. Notre histoire prend place à Hell's Creek, il y a 67 millions d'années, et notre infortuné dinosaure fut un Edmontosaurus annectens, une espèce d'hadrosaure souvent considérée comme assez banale. Mais ne sous-estimez pas ces animaux, car les adultes pouvaient être colossaux, dépassant souvent la stature des plus gros éléphants d'Afrique. Et en plus de cela, ils étaient sacrément costauds, ceci démontré par notre vénard du jour, dont le crâne était pas entier, ayant perdu un gros morceau de celui-ci. Pour être plus précis, une large portion de sa boîte crânienne fut arrachée avec violence, avec des marques autour de la blessure, semblant indiquer que ce fut l'œuvre d'une mâchoire surpuissante. La blessure n'était pas seulement large, mais aussi très profonde, atteignant même le cerveau de notre pauvre hadrosaure. Donc oui, on peut dire que ça a dû piquer un peu. Or, ce fut bien pire que quelques morceaux d'os en moins, car en plus du crâne, les paléontologues trouvèrent l'empreinte d'une sorte de masse informe de chair et de peau là où on aurait dû trouver son œil. Imaginez qu'on vous croque la tête si fort qu'un morceau du crâne et tous les tissus autour soient arrachés net. Ainsi, la question qui nous vient naturellement serait « Mais qu'est-ce qui causa de tels dégâts ?» Eh bien, je suis sûr que vous avez déjà deviné. Un bon gros Tyrannosaurus l'a littéralement mordu en pleine face. Se faire choper par un T-Rex, surtout à la tête, aurait été une expérience peu agréable et mortelle dans la majorité des cas. Mais par miracle, notre Edmontosaurus survécut et encore mieux, il cicatrisa totalement. Ce fossile nous raconte l'histoire passionnante d'un herbivore plutôt chanceux qui arriva à survivre à l'attaque du plus gros carnivore terrestre de tous les temps. Donc allez, on lui décerne la médaille du dino le plus badass de l'histoire. Après, tant qu'on est dans les dinosaures, il serait dommage de ne pas mentionner ce bon vieux Big Al. Allez, dites-moi que vous le connaissez ce fossile. Et sinon, il s'agit du fossile d'Allosaurus le plus connu, ceci à tel point qu'il eut son propre épisode de Sur la Terre des dinosaures, le 7e épisode bonus de cette série iconique. Et pour cause, car le squelette de Big Al est complet à 95%. Et comme vous vous en doutez au vu du thème de la vidéo, ce pauvre Al n'a pas une vie facile. On pourrait même penser que Mère Nature s'est acharnée sur lui. Au cours de sa vie, cet Allosaurus subit pas moins de 19 blessures graves visibles sur son squelette, et ce, de la tête aux pieds. On peut noter plusieurs côtes brisées, la main droite arrachée, une profonde perforation à l'épaule, de nombreuses infections osseuses, y compris au niveau de la gueule, des vertèbres fusionnées à cause d'impacts violents, sa queue était brisée en de multiples endroits,
et sa gastralia, la plaque qui protège l'abdomen, fut fortement endommagée. Il semble que la plupart de ces dégâts proviennent de confrontations avec de grandes proies et potentiellement de combats avec d'autres théropodes. Tout ceci nous montre à quel point la vie était rude au Jurassique supérieur. Mais le plus fou serait qu'aucune de ces terribles blessures n'aurait causé sa mort. Ce serait en effet la 19e, une fracture au pied gauche qui finit par avoir sa peau. Comparée aux autres blessures vues plus tôt, elle serait plutôt bénigne et n'aurait pas directement menacé sa vie. Mais la situation empira quand le pied s'infecta, ceci à tel point où l'os commença à pourrir, rendant la marche horriblement douloureuse. Ainsi, ce bon vieux Hal serait mort de faim, n'arrivant plus à chasser. Mais nous n'en avons pas fini avec les Allosaurus, car un autre spécimen presque complet fut découvert bien des années plus tard et fut nommé en honneur de Big Hal II. Et tout comme l'original, il était aussi dans un piteux état, ceci probablement dû à de violentes confrontations face à divers proies et concurrents, avec par exemple des marques de morsure attribuées à d'autres Allosaurus. Ce plagieur aurait même eu une blessure grave au pied. Toutefois, il parvint à en réchapper lui, et Big Hal II réussit à atteindre l'âge adulte, là où l'original mourut au stade subadulte. Mais la mort rattrapa ce second spécimen à cause d'une mystérieuse fracture au niveau de l'ischium, l'os supportant le pelvis et de nombreux muscles. Comment il subit une telle blessure reste un mystère, car on ne retrouva quasiment aucun autre fossile de grand théropode avec ce genre de lésion. Ainsi, je pourrais continuer à parler pendant des heures et des heures de blessures graves de dinosaures, mais j'aimerais terminer avec un cas assez spécial concernant un animal peu connu. Voyez-vous, comme peut en témoigner ce pauvre Big Hal, il est difficile de survivre avec une jambe en moins. Et si les deux sont HS, bonne chance. Mais allons encore plus loin et imaginez qu'en prime, vos deux bras soient aussi inutilisables. Ainsi, en 1948, les chercheurs découvrirent un spécimen assez particulier, un certain Smilotsuchus. La première chose que remarqua l'équipe ne fut pas ses blessures, mais la taille et le taux de préservation du spécimen. En effet, les Smilotsuchus étaient de véritables monstres, certaines espèces pouvant rivaliser avec les gigantesques crocodiliens du Crétacé. Ces animaux étaient des phytosaures, des reptiles du Trias ressemblant énormément aux crocodiliens actuels, mais n'étant pas proches parents. Et tout comme leurs lointains cousins, il s'agissait de très grosses et vilaines bestioles semi-aquatiques. Ainsi, concernant notre spécimen du jour, les paléontologues découvrirent 8 os en très mauvais état et recouverts d'exostoses en prime. Si vous avez oublié, ce sont des excroissances osseuses apparaissant surtout après d'importants traumas, ce qui signifie que notre phytosaure endura de multiples fractures et infections. Bon, à première vue, rien de spécial comparé aux exemples vus plus tôt, mais un détail étrange piqua la curiosité des chercheurs. Ces 8 os étaient tous concentrés au niveau des membres et aucun des 4 ne fut épargné. Il s'agit de son humérus gauche, de son ulna droite, de ses 2 fémurs et fibula, ainsi qu'au moins 2 métatarses. Difficile de dire comment notre Smilotsuchus reçut ces différentes lésions. Mais comme nos crocodiliens actuels, la piste de la compétition intraspécifique est privilégiée. Ce qui fait plutôt sens, car il n'est pas rare de voir des crocodiliens avec un membre en moins. Mais contrairement à ces derniers, les membres furent endommagés, mais pas arrachés. Ceci pourrait être dû au fait que les phytosaures étaient encore plus armurés que les crocodiliens, résultant seulement de traumas liés à la seule force de la morsure. Il semble très peu probable que ces 8 blessures soient arrivées au même moment, et la répartition de celles-ci révèle qu'il aurait été difficile de se déplacer. Pour résumer, ce pauvre pseudo-croco n'aurait littéralement pas pu marcher. Et comme si cela ne suffisait pas, il vécut à une époque particulièrement hostile, le Trias supérieur, ainsi qu'au sein d'un environnement infesté d'autres grands prédateurs et sujet à d'intenses sécheresses. Tout ceci combiné fit que la survie d'un tel spécimen relève du miracle. Car oui, il resta dans cet état non pas quelques jours, mais plusieurs mois avant de succomber. Ce qui signifie qu'il aurait vécu avec 2 ou 3 membres en moins pendant peut-être des années, ceci probablement grâce à son statut de prédateur semi-aquatique. Un autre avantage aurait été son métabolisme très lent, lui permettant de supporter des blessures qui tueraient n'importe quel mammifère et tenir bien plus longtemps sans se nourrir. Malgré ces avantages, on peut quand même reconnaître que ce petit gars était un vrai dur à cuire, et il est considéré comme l'animal le plus abîmé de tout le Trias.
Un record amplement mérité et qui montre à quel point certains animaux préhistoriques étaient purement indestructibles. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux Eaux perdues.